Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes chez Benoît Vidal, à Val d'Isère, dans le lieu-dit Le Fornet, à plus de 1900 mètres d'altitude. C'est le dernier petit village avant le Pont Charles et la montée donc vers le col de l'Iseran, un endroit très montagne, très sauvage. Et on est bien ici pour voir la montagne et déguster des plats magnifiques. Benoît Vidal est venu ici il y a quelques années avec son chef Régis Marcon. Il a travaillé très longtemps à Saint-Bonnet-de-Froid pour ce grand chef 3 étoiles. Et je crois qu'il y a vraiment une véritable rencontre entre Benoît Vidal et cette vallée de Val d'Isère. C'est un Catalan, hein, Benoît Vidal, il a un bon caractère, il ne se laisse pas faire, il veut montrer son identité, son terroir. Il est très humble, il reste dans son coin, il a observé, il a montré aussi ses véritables qualités de cuisinier. Et je crois surtout qu'il a touché des Avalins par son désir dès le départ d'être ouvert hiver et été. Et c'est à la force du travail, avec un peu d'abnégation, qu'il est arrivé à conquérir le cœur de ces montagnards, doucement mais sûrement. Donc c'est sympa ça, hein. Petit gâteau de Savoie. Ouais, à partager. C'est cool, c'est un peu l'ambiance de ce bistrot ici, où évidemment en pleine saison d'hiver, on se mélange entre skieurs, non-skieurs, c'est ça? Oui, tout à fait, la bonne franquette. Devant le téléphérique. Tout à fait, on est prêt à repartir. C'est quand même un sacré endroit ce Fornet. Venir te cacher ici, toi qui viens du sud, toi qui viens de ta campagne du sud, ah t'as choisi l'extrême. Hein. C'est l'ours des Pyrénées qui est venu choisir une tanière. C'était toi ouais, c'est ça. Ça te parlait avant la montagne? J'ai toujours été attiré par cette majesté, cette puissance. Ça te remet à ta place, ça te fait rester humble. C'est pas n'importe quelle montagne. Hein. Ah oui, là c'est clair. Hein. Alors toi Benoît, ton maître en cuisine, c'est un autre montagnard, pas la montagne de chez nous, la montagne de l'Aubrac, Michel Brasse. Quelqu'un qui m'a toujours attiré, qui m'a toujours fait envie d'aller chez lui. Une philosophie jusqu'au boutisme, une réflexion, un personnage. L'assimiler aussi avec cette région, d'avoir une réflexion vraiment hyper pointue dans tous les détails. C'est pour moi un vrai questionnement par rapport à ce métier. On va parler de ta cuisine. Tu es un chef du Sud et pourtant, voilà, tu travailles aussi la cuisine de montagne. Peut-être pas toujours que la montagne d'ici. Alors comment tu arrives à faire matcher tout ça? Je suis arrivé avec mon caractère, mon terroir aussi un petit peu, cette note d'agrumes que j'aime bien amener par Simonie dans ma cuisine. L'acidité partout. Voilà, l'acidité, ce côté nerveux de l'agrume, le relief, l'amertume aussi, parce que l'agrume c'est pas que de l'acidité, c'est de l'amertume. Et c'est des saveurs qui sont très importantes en cuisine pour donner du rythme. Ce qui est important en cuisine, c'est qu'on n'est pas quelque chose de linéaire. Benoît, raconte-moi l'arrivée de la 2e étoile. Tu l'as appris forcément, tu étais ici, en plein hiver, en plein service. En plein service. J'étais en train d'envoyer les derniers plats du service. Ouais. Le téléphone sonne. Michael Ellis. Julien Gaspard, la directrice en France. Et voilà, elle se présente, Julien Gaspard, directrice Michelin. Je vous annonce que vous avez la 2e étoile. Il s'est passé quoi pour toi à ce moment-là? C'est un peu comme quand tout s'effondre derrière, que tu restes stoïque et derrière il y a toute l'échelle qui se casse la gueule, tout s'effondre tout autour de toi. Donc ouais, c'est des moments importants dans la vie. Hein. C'est vrai que on sacrifie beaucoup de choses pour ce métier, on travaille énormément, on fait beaucoup d'heures, c'est physiquement aussi usant, moralement aussi. Donc c'est vrai que quand on arrive à avoir des opportunités qui nous amènent à certains niveaux comme celui-ci, c'est des bouffées d'oxygène énormes. Ça. Tu fais partie, avec ton restaurant, des 70 meilleurs restaurants en France. Ici, à 2000 mètres d'altitude, au Fornet. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Waouh! Moi, ce qui me plaisait aussi en arrivant ici, c'est de se dire, c'est pas comme ailleurs. Il va falloir se relever les manches. Ça va être plus dur que dans certains endroits. Il n'y a pas la ville, il n'y a rien. Les clients, il va falloir leur donner envie de venir chez soi.
Et voilà, c'est ça qui est beau aussi, c'est de dire aux gens, ben oui, j'existe, hein, peut-être que je suis loin, je suis en fond de vallée, mais quand on aime la table, on aime se faire plaisir, qu'on soit en fond de vallée, qu'on soit en centre-ville, on arrive à remplir nos restaurants. Et le Michelin aussi est un beau vecteur de notre travail. La recette est un dessert complètement dans l'image de la ruralité, avec d'abord ce lait, cette glace au foin. Pas n'importe quel foin, celui de Xavier Matisse, pas n'importe quel lait, celui de ses vaches, et de très bonnes idées. Vous savez, ces idées d'ambiance, le pain légèrement caramélisé, cette glace avec ses senteurs de foin, une ganache au chocolat, tout ça est très très bien mélangé et donne un très bon dessert, une belle idée comme ça à partager à la fin d'un grand repas 2 étoiles. Une glace au foin avec le foin de Val d'Isère, Benoît. Tout à fait. Ouais. Allez, vas-y, je te laisse faire. Donc voilà, le lait de la ferme, Ouais. on va porter à ébullition. Donc, De Xavier Matisse, c'est voilà, la ferme de la qu'on est Droite. allé chercher, donc lait cru. Hein. Donc on va le porter juste à ébullition et on va ébouillanter le foin, donc pour avoir l'osmose entre les produits. Le but, c'est que le lait, par sa matière grasse, vient absorber le goût du foin, ce côté végétal. Donc voilà, une fois qu'il est à ébullition, directement le lait sur le foin. voilà, on va ébouillanter notre foin avec notre lait. C'est génial ça. Donc voilà, en fait, c'est Les l'osmose. arômes, on est en plein cœur de la Ah ben, montagne. voilà, ça. C'est fou. De Il y a- suite, hein. On est au cœur de la ferme. Le foin, le lait chaud. Exactement. C'est l'idée du plat, hein. C'est vraiment de recréer un univers qui est propre à une 100% région. paysan. Voilà. Donc là, on va juste mettre un petit poids dessus afin de pouvoir avoir le lait qui soit bien en contact avec le foin. Ça a été en fait mouillé à hauteur, hein, quelque chose Hauteur, près, voilà, ouais. hein, voilà. Et là, donc avec le poids, eh bien, le foin va infuser le lait tout doucement. Tout à fait, ouais. D'accord. Combien de temps ça? On va le laisser une belle heure, histoire que l'osmose se fasse entre les produits. D'accord. Et le poids moyen, c'est 250 grammes de foin pour 1 litre de lait. Alors, maintenant, Donc maintenant, on va récupérer notre lait avec le foin. Donc D'accord. le deuxième que j'ai fait, Que tu avais déjà fait voilà, auparavant. qu'on avait fait tout à l'heure. d'accord. Hop, on va retirer nos petits pois. Notre 1 heure d'infusion. voilà, 1 heure en infusion. Voilà. Ok. Et on retrouve le lait, tu vois, qui a commencé déjà. Ah oui, il n'est pas la même couleur. Hein. Voilà, il a bruni un petit peu. Ouais, il il s'est- est presque un jaune vanille. Exactement. Ouais, d'accord. Allez, vas-y, je te laisse faire. Donc là, tu vas le filtrer. Voilà, donc Il là, n'y a pas du tout de foin dans la recette. On est en train de Exactement. monter une glace, hein, donc Voilà, il faut que merci. ça soit. Hop. Il faut que ça soit parfait parce que comme on va Donc- turbiner tout à l'heure, s'il y avait des petites aspérités, bah, la turbine ça va pas aller. Hein. ouais, tout à fait. Donc là, on va juste presser un petit peu pour. Dans la glace, c'est lait plus crème ou c'est que lait? On n'est que sur le lait. Hein. D'accord. On a des laits de ferme qui sont suffisamment Gras. Donc c'est Donc, un lait entier, c'est voilà, pas un lait crème nature. Exactement. Ouais. Donc si tu veux faire à la maison avec un lait classique, c'est-à-dire il faut le faire Peut-être avec rajouter un peu de rajouter crème, 200 peut-être. grammes de crème dedans. Ouais, pour lui donner un peu de consistance et de matière grasse. Ok. Voilà. Là le lait, donc maintenant tu l'as filtré. Voilà, exactement. On va le Et là on est en remettre train dedans. de faire une glace, donc avec ce côté montagne qui est le foin, mais c'est la préparation classique d'une glace, ce qui veut dire du sucre à un moment ou un autre, j'imagine. Donc exactement. Donc pour faire notre crème pâtissière, notre crème anglaise, on a besoin de jaune d'œuf, Ok, et du sucre, forcément, Voilà, sucre, hein, l'élément, donc on va blanchir. Donc blanchir, je le répète un petit peu, c'est mélanger le sucre Jusqu'à- avec que voilà. les jaunes, pas les blancs. que les jaunes, et en fouettant énergiquement jusqu'à ce qu'ils s'éclaircissent. Et donc forcément tu vas incorporer donc maintenant ce Donc qui a voilà. été blanchi dans le lait. Donc ce qu'on fait pour pas le brusquer nos œufs, Ah, je pensais que tu aurais fait le contraire. on fait d'abord dans nos œufs C'est et après intéressant, ça. on rebascule dans la casserole. Ça aurait tranché sinon. Les œufs à contact dans la casserole risquent de ouais. descendre au fond et là on aurait des œufs brouillés à ce moment-là. Et oui, donc ça aurait tranché comme le côté un peu caillé quoi. Voilà, exactement. On coagule trop rapidement l'œuf et à ce moment-là, il va devenir une brouillade d'œuf. Ah oui d'accord. Tu n'avais pas tout mis hein. Oui, j'en t'ai ai vu gardé faire, juste un petit peu. C'est pour pas que ça fasse trop de... Là l'objectif quand même c'est d'avoir une texture homogène parce qu'on va turbiner. Exactement. Donc il faut qu'on ait exactement la même chose partout. Voilà, Sinon, quelque ça marche chose pas, d'assez soyeux. évidemment. Donc là, on commence juste, histoire de monter un petit peu en température, avec le fouet. Et après, on va passer avec une maryse. Et maintenant,
Voilà, on va commencer à vanner doucement notre crème anglaise. Donc là, je vais donner une astuce. Montre-nous bien l'astuce, Ouais, c'est ouais, intéressant l'astuce, ça. vous allez voir, à partir du moment où les œufs vont commencer à coaguler et à cuire, le but c'est qu'ils s'intègrent bien avec la préparation sucre et œuf. Et quand ça va commencer à coaguler, à cuire, on va débarrasser dans notre bol et refroidir directement. Xavier Mathis est l'un des tout derniers agriculteurs de Val d'Isère. Il est bien connu, il a sa ferme de la Droie qui est juste derrière le centre du village. C'est un véritable passionné, il a ses vaches, il les fait paître en altitude, il a aussi plein d'autres animaux. Il a envie de montrer qu'il est possible d'avoir une activité de paysan même si la montagne est plutôt hostile. C'est un territoire de ski, c'est un territoire de neige où on y fait aussi encore un peu d'agriculture. Comme mon grand-père, j'ai 30 vaches, je fabrique tout mon lait. On a les cochons pour manger les restes de production. On a 200 poules et on a une trentaine de moutons qui sont là pour manger les petites parcelles qui sont pas suffisamment grandes pour recevoir les vaches et pas accessibles avec du matériel. Donc c'est exactement ce que faisait le grand-père en plus mécanisé. Alors l'activité principale, c'est la production de lait. On a visé depuis la reprise de l'exploitation le 100% Val d'Isère, c'est-à-dire que nos animaux mangent de l'herbe et du foin de Val d'Isère. Le lait qu'elles produisent est fabriqué, transformé, affiné à Val d'Isère en 12 produits différents, en deux gammes scindées en produits frais et produits affinés. Et tout est commercialisé dans le canton jusqu'à Bourg-Saint-Maurice au maximum. L'activité agricole dans le canton est encore très présente et forte. Ce qui a évolué, c'est effectivement l'accueil du ski, qui modifie un petit peu les modes de travail, mais qui amène aussi de la population. Donc l'un dans l'autre, nous n'avons pas à nous plaindre. Donc nous, on a des brunes des Alpes qui est une vache grise, couleur souris, avec des jolis yeux maquillés et des longs cils. On s'est tourné vers cette race parce qu'elle est très belle. Après, techniquement, elle a sabot noir, muqueuse noire, donc ça c'est très bien pour la montagne et le soleil. Et puis, elle a un lait un peu plus fromagé, donc on a un rendement qui est supérieur. Et elle a l'avantage d'être très douce à travailler et c'est très agréable. Ouais. L'été, donc, elle mange de l'herbe de Val d'Isère, l'hiver du foin. Et il n'y a que les céréales qui viennent de Viry, donc à côté de Genève. Il n'y a pas de sous-produits, il n'y a absolument rien. C'est vraiment la ration de base, comme le faisaient nos grands-parents, sauf que la distribution est mécanisée. Autrement, tout le reste est identique. Quand vous goûtez votre produit et qu'il est passé dans les mains de Benoît, c'est toujours très agréable et surprenant des fois. Ça a tout de suite passé, je veux dire, quelqu'un de, même au niveau où il est, très accessible. Et puis on a parlé tout de suite un petit peu de nos passions respectives. Et ça, c'est toujours très sympa d'échanger. Et puis, ce qui est surprenant, c'est les saveurs qu'il arrive par une cuisson, par un ajout, ou lui le dirait bien sûr 100 fois mieux que moi, qu'il arrive à faire ressortir quelque chose qu'on n'a pas gustativement quand on mange le produit entre guillemets brut. Et ça je trouve ça exceptionnel. Le gros avantage qu'on a avec les chefs, c'est un petit peu nos ambassadeurs, parce qu'eux achètent un fromage, le revisitent, et en font quelque chose et d'une année sur l'autre nous font découvrir d'autres saveurs, d'autres sensations, et ça, moi je trouve ça fabuleux. C'est pour ça que j'adore échanger avec eux, parce que j'apprends plein de choses et on les remercie d'ailleurs de mettre en avant les productions locales, ce qui ajoute une richesse et au panel qu'on peut offrir à nos clients. Oui.
Génial ce producteur, juste à côté d'ici. Il y a aussi un autre producteur qu'on aurait pu aller choisir dans l'émission, c'est Patrick Chevalot, Exactement, ouais. qui est un meilleur ouvrier de France, qui te fournit le pain. Voilà, donc pain de campagne. Moi, celui-là, c'est pas tout à fait un campagne, c'est un semi moitié blanc, moitié campagne, pour pas qu'on ait trop de typicité, quelque chose de trop fort. Donc voilà, on va le détailler en petits cubes. Ça sert à rien de faire trop petit ni trop gros. En fait, vous avez vu la taille, hein, on est un peu plus court que le coton infondu classique. Voilà, ouais. Parce qu'il ne faut pas de la mâche, c'est pas ce que tu cherches. Non, parce qu'on va on va le cuire. Hein. On va le cuire et le but, c'est de chercher l'arôme là. Ouais. On va chercher l'arôme et le goût. La torréfaction, la caramélisation. Donc voilà, et là, on va l'enfourner pendant Donc seule voûte, évidemment, pour avoir la coloration. de façon uniforme à 180 degrés. D'accord. On le remue de temps en temps pour que que ça passe au cramène à côté. soit assez colorée. Voilà. Et là, donc on va sortir le pain tout à l'heure pour faire l'appareil là, que tu as fait. Voilà. Un petit peu d'avance, c'est très bien. Vas-y, je te laisse le sortir. Voilà, donc là, on va retrouver le pain que j'ai La question fait. quand même, quand on voit ça, tu as remis de la matière grasse dessus ou c'est uniquement Donc il se grille un petit peu. Tu as un peu de beurre, hein, je pense. Voilà, et il crache un petit peu la matière grasse. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et là, donc tu vas mélanger ça pour refaire l'appareil. Exactement. Ok. Donc maintenant, on va immerger le pain. Et après, ce que je vais faire, avec mon mixeur, on va casser la matière pour créer une osmose entre les produits. Allez. Hop. C'est un dessert de la carte? Tout à fait, ça fait partie des desserts signatures de la maison. L'ami du chef est un cuisinier, Laurent Azoulay, qui exerce l'hiver, pas très loin d'ici, à Méribel. Il y a beaucoup de respect entre tous les deux. Je crois qu'ils avaient envie de montrer l'un et l'autre avec leur accent un peu chantant du Sud. C'est pas le même Sud pour Laurent Azoulay, qui est un Avignonnais. On le sait, Benoît Vidal et lui de Perpignan. Chacun d'eux a vraiment voulu montrer son attachement à ses Savoies. Les saisons sont difficiles. Ils ont vraiment su trouver leur place, se faire des amis, trouver les bons producteurs. Et c'est pour ça qu'ils voulaient être l'un à côté de l'autre pour ce moment-là. Le chef a choisi, en l'occurrence, que tu sois là, toi Laurent. Ouais. Tu comprends pourquoi ? Ouais, c'est une amitié qui date depuis quelques années maintenant. On s'est rencontrés. J'allais ouvrir mon restaurant en fait sur Monteux dans le Vaucluse et lui était installé au Mas des Herbes Blanches à Joucas et il venait de prendre une étoile au Michelin. J'avais suivi son parcours avant parce que voilà, les chefs et tout, on se suit assez près. Et on regarde un petit peu les uns les autres, ce qu'ils font, d'où ils viennent et tout, c'est toujours intéressant. Et Benoît, ça a matché de suite parce que c'est un vrai gentil, simple, un taiseux, on le voit jamais nulle part. Alors il a une pointe d'accent du Sud, hein. Ouais. C'est vrai que bon, quand on l'entend, on se dit tiens, est-ce qu'il est d'ici? Il est plus de Perpignan lui, Et oui, de l'autre c'est côté. pas le même Sud. Ouais, c'est pas le même Sud. Dans l'histoire de ce chef, il y a eu bien sûr l'étape importante de Régis Marcon, Ouais, c'est ça. avec qui il a travaillé pendant longtemps. Et un jour, il est arrivé ici, au Fornay. Est-ce que tu as compris son choix? Alors en fait, ouais, c'était un choix qui était quand même important dans sa vie. Il voulait se diriger vers autre chose, autant dans sa vie professionnelle que personnelle. Et il voulait voir autre chose. Il voulait couper, donc il est retourné chez Régis. Et Régis lui a proposé donc de reprendre cet endroit qui n'était pas complètement encore là, qui venait de naître à peine, et le propriétaire cherchait quelqu'un, mais sans avoir cette pensée d'aller aussi haut, on va dire. C'est un vrai montagnard maintenant? Un vrai montagnard, oui, bon après ça l'empêche pas. Avec l'accent du Sud. Voilà, un petit peu, à l'intersaison de descendre quand même, se ressourcer dans son pays d'origine, quoi. Il a encore de la famille, tout ça, donc il retourne du côté de Perpignan. Mais voilà, après, oui. Dans sa cuisine, qu'est-ce qu'il ramène justement de cet accent du Sud, ici au cœur de Val d'Isère? Il va travailler, il a gardé ce côté, on va dire, du Sud qui va mettre… Cuisine immédiate. Ouais, c'est clac, clac, instantané, snack, voilà, ouais. c'est une cuisine instantanée, tac, et on va travailler vraiment le côté floral, le côté herbacé, légumes, mais voilà, c'est ce côté du Sud, il ensoleille les plats, quoi.
Voilà, Tu le sens heureux ici? Vous vous appelez quand? Il te raconte quoi de sa vie? Non, ben oui, il est heureux, oui, il est bien. On s'appelle de temps en temps, des fois, souvent, en fonction d'un fournisseur, d'un producteur. Quand je monte ici, que je vais sur une affaire, le Yule sur Val d'Isère, c'est vrai que ben, j'aime bien venir le voir ici, boire un café ensemble, où il descend, on se voit rapidement, parce que ben, en pleine saison, on est quand même bousculé. Voilà, à Méribel. Voilà. Mais donc ouais, à Méribel, à l'Écrin, donc dans l'hôtel de Keïla. Mais ce qui m'empêche pas, voilà, de prendre la voiture quand j'ai un moment et de venir le voir ici, quoi, sur le Fornet. Et c'est loin d'être fini, quoi, au niveau professionnel. Je pense qu'il a encore plein de choses à apporter moi, je crois réellement en lui, autant en l'homme que dans son métier, dans sa profession. Ouais. C'est un peu le Wagner de la cuisine. Il aime l'acidité, il aime le gras, il aime monter tout ça, l'amertume, l'âcreté. Il ne laisse absolument personne indifférent. C'est un précis dans la cuisine, c'est un exigeant et je crois qu'on sera toujours surpris par sa création. C'est vraiment un grand chef. Chef, les choses sérieuses. Voilà, le meilleur moment. Est-ce qu'il t'arrive parfois de profiter de cette jolie salle, de cette vue sur la montagne, ou jamais, parce que tu fais que travailler? Si, on profite. Déjà de se sentir bien dans son restaurant, c'est hyper important. Je pense que c'est le b.a.-ba. Mais dis-moi, tu es un coquin, parce qu'il y a des choses que je vois sur l'assiette que je n'ai pas vues tout à l'heure. Raconte-moi ce que tu as fait. Oui, on est allé un peu plus loin dans le travail du pain et du chocolat. En fait, l'idée du plat, c'est vraiment de rappeler ce dessert d'enfance. Ce goûter d'enfance. Tu es très nostalgique de l'enfance, toi. C'est la base, c'est un grand enfant. C'est un métier pour les enfants. Il faut être passionné et il faut garder ce côté espiègle de l'enfance. Parce que moi, j'ai pas vu cette ganache montée tout à l'heure. Donc c'est une ganache fouettée. Donc c'est du chocolat qui est détendu avec la crème. On le laisse refroidir et après on l'émulsionne au batteur pour avoir un côté un petit peu soyeux. Et ça, c'est un dessert de la carte. Voilà, ouais. J'attaque comment? Par gourmandise. Bon. C'est-à-dire une cuillère qui vient titiller un peu tous les ingrédients. Tu veux m'aider? Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Tu es plutôt dessert ou salé, toi? J'ai de la gourmandise, mais j'affectionne le salé quand même. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que cette notion de foin, comme vraiment la thématique de l'émission, elle est un peu partout. Elle n'est pas si forte que ça. Non. Elle tient. C'est un point de tension. C'est un tapis végétal qui nous amène vers autre chose. Donc là, on va retrouver le côté pain-chocolat traditionnel et en même temps le foin. Donc on est vraiment dans cet esprit un petit peu de nostalgie de chalet aussi, avec le foin qui séchait dans les réserves, le chocolat qu'on conservait, le pain qu'on faisait rassir. Il y a toute une identité aussi dans l'approche intellectuelle du plat par rapport à un terroir, une histoire, une philosophie. On va y ramener l'enfance, donc c'est-à-dire notre ADN à nous aussi, et donc ça c'est important. C'est retrouver, moi ce qui m'a intéressé en venant dans la région, c'était de creuser l'histoire de la région, de creuser les recettes, les produits, les fournisseurs, et après on peut travailler. Voilà. C'est sûr que cette notion de tout est juste, la vie paysanne racontée différemment, pas ces montagnes-là, d'autres. Oui, c'est un terroir. Il faut arriver à créer cette expression du terroir. Voilà, c'est ce que viennent chercher, je pense, les gens quand ils viennent ici et qui viennent s'asseoir à ma table. Ben, le but, c'est qu'ils puissent se retrouver dans un terroir. Et moi, souvent, les plus beaux compliments qu'on me fait à la fin d'un repas, c'est qu'on me demande si je suis savoyard. Malgré l'accent. Et tu leur dis quoi? Ah, j'y mets des Y, mais ça marche pas toujours. On a compris aussi une grande fierté de ces Avalins d'avoir un restaurant comme le tien qui est ouvert aux 2 grandes saisons, pas que l'hiver, également l'été. On fait l'effort. C'est un pari. L'été, il faut faire l'effort de proposer une restauration, d'être à ce moment-là, sur le mois d'août où ça bouge bien quand même. Hein. On a des beaux endroits et on est un petit peu les moteurs économiques, touristiques dans certains villages, dans certains endroits un peu reculés. Donc à nous aussi d'amener les clients. Et quand les clients viennent d'un peu loin juste pour la table, c'est une vraie récompense. On est heureux. On est pas mal. Santé. Santé.
Santé, merci Alexis.